Quand on parle de séries de RPG japonais, il y a toujours des titres qui reviennent. Des séries cultes dont tout gamer un peu intéressé par le sujet connaît le nom. Il y a par exemple Final Fantasy, FF5 mon amour, gloire à toi, ou bien The Legend of Zelda, mais il y a aussi les Tales of. Tales of, c'est une série dont le premier jeu sort en 1995 avec Tales of Phantasia et qui a en général su se donner une réputation de qualité. S'il y aura toujours des gens pour critiquer certains Final Fantasy, notamment parce que la série est passée par tant de styles que si celui d'une époque vous plaît, il se peut que celui d'une autre époque ne vous plaise pas, en général les Tales of sont reconnus comme étant toujours au moins décents. Car en effet, si un Tales of vous plaît, il y a des chances que tous les Tales of vous plaisent. Le gameplay est similaire, les histoires ont le même genre de thème et de rythme, bref, les nuances seront plutôt au niveau de vos sensibilités personnelles. Et c'est là que c'est drôle, parce que de ce point de vue-là, j'ai eu une expérience de Tales of assez curieuse. Car le premier que j'ai découvert, et qui est très aimé et salué par les fans et la critique, ne m'a pas convaincu. J'ai aussi mis beaucoup de temps à pouvoir m'intéresser davantage à la franchise, car forcément, avec une première expérience et en sachant que la plupart des jeux se ressemblaient un peu, je n'ai pas cherché à en savoir plus avant un sacré moment, et finalement, les seuls jeux que j'ai pu faire ou découvrir sont ceux qu'on trouve facilement sur ordinateur ou sur lesquels je suis tombée entièrement par hasard. Alors, puis-je vraiment juger la saga Tales of quand je ne connais vraiment techniquement que 6-7 de ces jeux et n'ai joué qu'à un peu plus de la moitié de ceux-ci? Absolument pas, mais ça ne m'empêchera pas de faire une petite rétrospective quant à mon histoire avec chacun de ces jeux et ce que je pense d'eux. Et s'il y a bien un détail qui m'a marqué dans chacun de ces jeux, c'est leur dualité, entre l'humour absurde et haut en couleurs et une obscurité terrible. 2 couches d'idéalisme, au milieu desquelles on trouve une bonne grosse couche de cynisme, c'est la recette générale des Tales of. Sur ce, c'est parti. Comme je le disais, le premier jeu que j'ai connu de la franchise est un de ses mastodontes, un de ses plus populaires et appréciés, et aussi très clairement celui qui a le moins marché pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est plus une sensation personnelle et non pas une vraie critique. Je n'ai pas accroché au personnage, à l'exception de Flynn parce que j'aimais beaucoup sa contradiction interne. Ce qui me fait penser que je devrais essayer la définitive édition un jour. Mais sinon, je n'ai pas trouvé le scénario aussi bon que ça après toute la hype qu'on m'avait lancée comme quoi le scénario de Tales of était incroyable. En plus, le gameplay me plaisait sans plus, et je ne trouvais pas l'univers très mémorable. En fin de compte, le souvenir le plus vif que m'a laissé mon expérience sur ce jeu est l'opening qui reste en tête comme pas possible. Au niveau de la dualité, je crois qu'une des raisons pour lesquelles ce jeu m'a moins marqué, c'est aussi que je ne l'ai pas trouvé particulièrement frappante. Comme je le dis, si je trouve Flynn plus intéressant que les autres personnages, c'est parce qu'il est contradictoire. Son addiction au combat et sa soif de sang vont à l'encontre de son attitude de chevalier parfait, une contradiction qui disparaît quand cette agressivité se retrouve chez des personnages bien plus classiques en tant qu'anti-héros comme Yuri et Judith. Et là, c'est juste l'exemple le plus marquant qui me reste en tête. Encore une fois, ce n'est pas une critique et ceux qui aiment ce jeu ont sans doute leur raison. C'est juste que le jeu et moi, on n'était pas sur la même fréquence. J'ai pas accroché, j'ai pas vibé, mais rien de dramatique non plus. Pas besoin d'en parler plus longtemps, c'était il y a 8 ans de toute façon et je n'ai jamais vraiment ressenti l'envie de me replonger dedans, donc passons aux jeux sur lesquels j'ai vraiment des trucs à dire. La rédemption de la série, bon c'est un peu dramatique de dire ça comme ça, mais c'est un peu le cas, m'est venue avec Tales of the Abyss. Il faut savoir qu'entre temps, mes amis avaient voulu me mettre à Tales of Symphonia, après mon manque d'accroche à Vesperia, en me vantant son scénario, et que j'avais donc fait une erreur tragique, j'avais regardé les OAV. Maintenant, je sais que vouloir voir un animé d'une dizaine d'épisodes résumer un jeu qui se termine en plus de 80 heures était une erreur dramatique, mais à l'époque, je m'étais juste dit « il y a de bons trucs, mais ça manque de profondeur ». Je ne suis donc honnêtement plus sûre d'à quoi je pensais quand j'ai décidé de regarder l'adaptation animée de Tales of the Abyss, mais bon sang que je fus bien inspirée. Mettons les choses au clair, cette adaptation n'est pas parfaite, mais je considère encore aujourd'hui que The Abyss est le seul Tales of à avoir une adaptation animée décente. C'était la première fois que j'étais vraiment séduite par la complexité d'un univers et des personnages d'un Tales of. L'explication que Luke est en fait assez littéralement un enfant de 7 ans qui d'un coup fait comprendre aussi bien pourquoi il est si insupportable et pourquoi il est si manipulable, fait que tous les événements qui transpirent ensuite sont parfaitement logiques et qu'on les regarde presque au ralenti, incapables de détourner le regard. Parce que bien sûr que ça allait se passer comme ça. Les évolutions de chaque personnage, leurs histoires personnelles, leur lien avec l'intrigue, je trouve sincèrement que ce jeu a les concepts et le scénario les plus accrocheurs de ceux que j'ai vus de la franchise. Et alors que je n'aime en général pas trop les fins ouvertes ou déprimantes, je trouve que celle-ci a du sens et elle ne m'a pas gênée. C'est également dans The Abyss que j'ai commencé à vraiment voir cette dualité des Tales of à l'œuvre. Cet humour par exemple avec le caractère d'Anise,
qui est contrebalancé par la gravité de certaines situations, comme la destruction d'Axeriut et le massacre de Sheridan. Même certains personnages qui ont l'air plutôt légers, comme Guy, sont ensuite montrés comme ayant des ténèbres en eux auxquelles on ne s'attendrait pas. The Abyss va nous éblouir avec la mignonneté de mieux, puis traumatiser son protagoniste et le joueur dans le même souffle avec une violence déroutante. Malheureusement, je n'ai jamais pu jouer à ce jeu parce que tristement, à l'époque où je m'y suis vraiment intéressée, je n'avais plus la console sur laquelle il était disponible. Je ne ferai jamais croire à personne que je n'ai jamais eu de PS2 alors que Kingdom Hearts 2 a probablement longtemps été mon jeu le plus joué, mais bon, elle m'appartenait pas et je n'y avais plus accès quand je me suis intéressée à The Abyss. J'ai donc dû me contenter de regarder des let's play et ne peux pas exactement juger du gameplay, mais il m'a l'air assez similaire à Vesperia et Symphonia, donc je pense qu'il ne m'aurait pas posé de problème. En tout cas, c'est de très loin LE jeu dont je voudrais le plus un remaster ou un remake dans cette franchise. Sur ce, suivant. Si Tales of the Abyss a les concepts et le scénario qui m'ont le plus accroché, je trouve en revanche que Tales of Symphonia a son scénario le plus constamment bon. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas dans plus ou moins tous les scénarios des Tales of, alors que Symphonia, c'est presque une courbe qui va constamment vers le haut à un rythme tranquille, avec des plot twists extrêmement bien amenés, et certains des meilleurs personnages de la franchise. Quand j'ai pu découvrir le jeu sur Steam, celui-ci s'est hissé au niveau de jeu le plus joué sur mon profil à une vitesse assez affolante, et d'ailleurs il l'était encore assez récemment. Pour un jeu aussi vieux, le plus vieux de ceux auxquels j'ai joué dans cette liste, son gameplay tient franchement bien la route et reste très agréable. Il y a tout ce système de valeurs avec les personnages qui vous apprécient plus ou moins en fonction de vos choix, et qui donc pourront apparaître dans certaines scènes et avoir des répliques individuelles, voire même des titres ou des costumes uniques. On note notamment une ou deux scènes où Colette sera toujours le personnage par défaut, à part si Zelos est le personnage qui vous aime le plus. Et en parlant de Zelos d'ailleurs, il fait partie de cet archétype courant dans les Tales of, celui du traître sympathique. Zelos joue sur tous les terrains en même temps car son objectif est de ne plus être l'élu de TCALA. Et dans les faits, son cœur est avec le groupe principal, mais si ceux-ci décident de lui tourner le dos, alors il décide que se faire tuer par eux est une option parfaitement acceptable. Si vous n'êtes pas un monstre absolu par contre, vous ne pousserez pas un dépressif suicidaire à vous trahir pour que vous le tuiez, à la place il fera semblant de vous trahir pour tous vous sauver. D'ailleurs, j'ai mes soucis avec la suite qui est sortie, mais au moins elle prouve que c'est cette fin qui est canon. En tout cas, il n'y en a pas des masses des personnages qui peuvent aller à ce point dans des directions différentes en fonction de vos choix. Et je trouve d'ailleurs que c'est le meilleur personnage de traître sympathique de la franchise. Et l'un des très rares dragueurs invétérés qui ont réussi à se hisser parmi mes personnages favoris d'ailleurs. En général, je suis assez hermétique à cet archétype. Mais Zelos est si profond et intéressant avec nuances et couches et possibilités qu'il a honnêtement volé la vedette plus d'une fois pour moi. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Les personnages de ce jeu sont en général très mémorables et intéressants, et c'est aussi pour ça qu'il marche si bien. Niveau coup de poing dans la tronche du joueur, on est bien placé aussi. Je plaisante souvent en disant que tout jeu Tales of digne de ce nom a au moins une ville importante avec des tas de PNJ sympas détruites avant la fin du jeu. Et sinon, on doit avoir énormément d'enfants morts. Et bien dans Symphonia, on a Alma Costa. Honnêtement, aucune autre destruction de ville ne m'a fait cet effet, à part peut-être Axeriut dans Abyss. Mais dans Abyss, ce n'était pas la ville, c'était que c'est nous qui sommes responsables. Dans Symphonia, la dualité entre humour et obscurité est une des raisons pour lesquelles les OAV passent si mal. Il est difficile de trouver un juste milieu quand une immense majorité de ce contraste passe par des scènes optionnelles, entre deux moments de scénario. Les scènes terribles où Colette n'est plus capable de ressentir le chaud et le froid, de dormir ou de parler, sont parfois suivies de conversations absolument absurdes comme celle où Jenny troll Lloyd. Rain va avoir ce trait comique récurrent qu'est son obsession des ruines, et là on va découvrir que c'est parce qu'elle a été abandonnée dans des ruines. Et cette dualité est assumée par le jeu lorsque, par exemple, après la perte de Corinne, Zelos fait son clown habituel et quand les autres lui demandent d'arrêter pour préserver les sentiments de China, il fait remarquer que, justement, ce n'est pas en marchant sur des œufs autour d'elle qu'elle va aller mieux, mais en la traitant comme d'habitude. En fin de compte, c'est un des jeux qui explique pourquoi il y a une telle dualité dans les Tales of. Parce que sans cet humour ridicule, qui peut parfois nous faire sortir de l'histoire, bon sens qu'on s'effondrerait dans le désespoir qui hante ces mondes. Et si ça marche aussi bien en Symphonia, d'après moi, c'est justement parce que le jeu prend le temps de te montrer à quel point toutes ces extrêmes font partie des personnages, au cours d'heures entières de scènes et de subtilités. En tout cas, Symphonia ne rate finalement pas grand chose, à part peut-être le fait d'avoir fait des remasters en 30 FPS, et je pense que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui c'est LE jeu le plus symbolique de la franchise. Une excellente porte d'entrée d'après moi, et une qui place la barre assez haut qui plus est. Aucune série d'OAV ne pourra jamais lui rendre justice, peu importe à quel point elle essaye. Des différents tests que j'ai dévorés dans leur intégralité, c'est peut-être celui qui m'a le plus laissé de marbre. Le monde m'a intéressé, contrairement à Vesperia, et il y a plus de personnages auxquels je me suis attachée, comme Leia, ma queen, bordel! Mais il est vrai que j'ai eu plus d'interrogations devant que de moments de hype intense. Des questions comme: est-ce que Jude aura un lien avec le scénario un jour? Est-ce que Pressa est la raison pour laquelle ce jeu a eu un Peggy aussi haut? Quand est-ce que tous ces compliments pour Mila deviennent trop de compliments pour Mila?
Pourquoi personne n'a arrêté les scénaristes après la deuxième trahison d'Alvin? Parce que chaque fois qu'ils en rajoutent une, ça rend plus absurde qu'ils soient de nouveau acceptés dans l'équipe et ça rend la dernière la seule à avoir un vrai poids émotionnel moins forte. En général, j'aime les traîtres sympathiques de Tales of, que ce soit Zelos ou Anise, et je pense qu'Alvin est le personnage le plus intéressant de Xillia parce que ce sont ses motivations pour trahir le groupe qui sont un twist et le rendent intéressant, et non pas la trahison en elle-même. Mais bordel, au bout d'un moment c'est trop quoi! Ça finit par perdre tout impact, comme je dis. Ça rend la dernière, qui est pourtant celle qui est vraiment importante et choquante, pas beaucoup plus plate qu'elle ne l'aurait été sinon. Je pense également que j'ai un peu moins vu cette dualité dans Xillia. Il est vrai que les scénettes, comme pour les autres, sont souvent à but comique, alors que l'histoire est plus sérieuse. Mais c'est peut-être parce que j'ai trouvé ce monde moins cruel que beaucoup d'autres dans la franchise, que ça ne m'a pas semblé aussi frappant que ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, bien sûr, juste que le contraste est moins marqué d'après moi. Mais bref, j'ai peut-être beaucoup de questions et de doutes, mais j'ai quand même trouvé l'histoire et l'univers ultra cool. Je ne me suis pas trop intéressée aux deux par contre, mais je sais que dedans, il y a une bad end où si vous choisissez de tuer tous vos amis pour trouver votre frère meurt quand même de toute façon. Donc là, on oublie les 2 couches d'idéalisme, il ne reste plus que la couche de cynisme. Je vous raconte pas ma surprise quand j'ai vu que c'était un des moins bien notés de la franchise. Bon, il a quand même une bonne note, mais oui, Zestiria est, de ma petite liste, considéré comme le moins bon Tales of, ce qui m'a pas mal buté parce que je crois que c'est mon favori avec Symphonia. Tales of Zestiria a un petit défaut technique que je baptise la caméra de combat dans les espaces exigus, bordel! Mais à part ça, et les araignées qui aiment beaucoup activer mon arachnophobie, je n'ai pas grand chose à lui redire. J'adore ses personnages, Sorail est mon protagoniste favori de la franchise, et Edna me fait hurler de rire en permanence. Je trouve son système de combat compliqué sa mère, mais très cool une fois maîtrisé. Je trouve le jeu challenging, avec notamment des boss sur lesquels j'en chie, comme les différentes gorgones, mais sans être trop dur pour autant. Et l'univers est potentiellement mon favori du tas également. Sans oublier que toutes les références aux mythes arthuriens sont très fun à repérer, et changent un peu de ce que j'avais vu jusque-là dans la série. Je ne sais pas non plus ce qu'ont fumé les gens qui disent que ce monde est moins sombre que celui des autres Tales of, car clairement, ces gens n'ont pas vu le nombre hallucinant d'enfants morts dans cette histoire pour dire ça. Au contraire, Zestiria a un des mondes les plus sombres, cruels et glauques de tout Tales of. Mais ce qui le rend supportable, c'est la pureté de Sorail. C'est la certitude qu'il a le pouvoir de changer et améliorer le monde. Et c'est ce contraste qui rend toute cette histoire si merveilleuse pour moi, car elle donne de l'espoir là où celui-ci semble impossible. Et c'est d'ailleurs cet espoir au milieu de tant d'obscurité qui représente si bien la dualité avec laquelle je vous bassine depuis le début de cette vidéo. Je trouve également que c'est la meilleure BO de tout Tales of, tout particulièrement le CD de Goshina, avec les morceaux des 4 sanctuaires qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Parfois trop bien pour les niveaux d'ailleurs, puisque des 4 sanctuaires, je crois n'avoir vraiment aimé que celui du feu. En soi, c'est peut-être ça mon plus gros reproche à Zestiria en dehors de la caméra, tout est très inégal. Ils ont des donjons excellents et des donjons à chier, en passant par les donjons sympas et les donjons oubliables. Le gameplay est peut-être aussi parfois un chouïa trop compliqué, je l'admets. J'ai adoré le jeu, mais c'est une horrible porte d'entrée dans la franchise. Tous ces reproches ont été améliorés dans sa préquelle, Berseria, qui s'est efforcé de réparer les défauts de Zestiria, mais... Jamais que le conte et les personnages m'ont beaucoup moins touché. Donc on ne va pas en parler plus que ça dans cette vidéo, même s'il est plus agréable à jouer. Désolé Velvet et les autres, je n'ai accroché à aucun d'entre vous. J'espère en revanche que je suis un cas isolé car je trouve que le jeu a énormément à offrir. En tout cas, ne faites pas comme mon frère en jouant à Berseria d'abord sous prétexte que c'est un préquel. Non seulement il spoil des twists de Zestiria, mais comme tous les jeux qui améliorent une recette déjà existante comme par exemple Octopass et Octopass 2, c'est très difficile de retourner à celui d'avant quand on a pu tester la version améliorée. Pour conclure, parlons de Tales of Arise, le petit dernier en date. Je l'ai découvert fin 2022, et s'il a ses petits défauts, comme le fait d'avoir très clairement été ultra rushé sur la fin, et d'autres soucis dans le genre qui font notamment qu'on le platine en 50 heures alors que... Bon bah il me faut plus d'heures de jeu que ça pour ne serait-ce que finir les autres jeux de la franchise. J'ai fait une série d'en bref dessus, vous imaginez bien que je l'aurais pas fait si je n'aimais pas le jeu. Et donc, récapitulons les points forts maintenant. Déjà, ce jeu est beau! J'ai l'impression de le dire chaque fois que j'en parle, mais d'un côté, regardez-moi cette texture! Je crois que j'ai jamais été aussi amoureuse de la DA d'un jeu niveau décor. Il est tout bonnement magnifique. En plus de ça, le jeu a été conçu comme un possible point d'entrée dans la franchise, ce qui signifie que contrairement au précédent, il est très simple à prendre en main et très agréable à jouer même quand on débute. C'est également un des jeux les plus épiques de la franchise, un de ceux où vous allez définitivement vous sentir comme le héros, que ce soit au niveau de l'histoire ou de la BO, qui a l'air de ne pas trop savoir comment ne pas être épique. En fin de compte, c'est un Tales of qui revient aux bases, et si certaines parties du scénario laissent sur la fin, c'est en général réglé dans le DLC. DLC qui est cher pour ce qu'il est, mais qui aura au moins eu ce mérite. Pour conclure, la dualité entre humour glauque est toujours présente dans Arise. Pour résumer, nous sommes dans un monde où d'un côté, les gens se font arrêter et emprisonner sans rien au point de forcer leurs enfants à reprendre leur métier pour tenter de se nourrir, certaines personnes se retrouvent dissoutes, l'esclavage est partout, tout comme la fin du monde, et de l'autre côté, il y a une forêt de hiboux où le roi hibou et la reine hibou vous récompensent d'avoir trouvé des hiboux en vous donnant des tenues.
Sauf que comme le groupe ne comprend rien quand ils parlent, ils essayent d'interpréter et c'est toujours ridicule. Lo perd son père d'une façon prodigieusement horrible et on apprend qu'il a vu tous ses amis se faire exécuter dans une tactique d'intimidation pour le faire rejoindre le camp ennemi. Ça ne l'empêchera pas d'être la cible de nombreuses blagues dues au fait que les animaux semblent l'aimer plus que raison. Shion est parti dans une quête suicidaire dans l'espoir que sa mort sauve le monde. Oui, mais elle aime la bouffe. Et j'en passe. Tout le jeu baigne dans cette dualité, et même si je ne sais pas si Arise atteint un aussi bon juste milieu, à mon avis, que Symphonia et Zestiria, il n'empêche que je trouve qu'il s'en sort parfaitement bien, car il ne m'a malgré tout jamais sorti d'une scène importante. À part peut-être cette fois, dans la scène où Rinwell pète un câble, et dans laquelle j'avais mis des accessoires débiles à tout le monde, mais ça c'était ma faute. Et voilà, un petit tour d'horizon des Tales of que je connais bien et de ce que j'en pense. La dualité entre l'hilarité absurde et la noirceur de ces univers leur donne à tous un air de famille, mais malgré tout, ils sont tous uniques et honnêtement, il n'y en a aucun que je ne recommande pas. Même ceux qui n'ont pas plu plus que ça. Ce sont tous des jeux de qualité. C'est juste qu'il y aura des personnages, des détails ou des thématiques qui nous toucheront plus que d'autres. Il ne pas dit que je ne revisite pas certains de ces jeux plus en détail dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je voulais juste récapituler mon avis général. J'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra bientôt. A plus les amis!